C'est à proximité de Tokyo, au Japon, que se sont déroulés les championnats du monde de patinage de vitesse. Le sprinter soviétique Grishin, que l'on voit ici en pleine action, a remporté le 500 mètres. Mais la grande vedette de ces championnats, c'est le Suédois Johnny Nilsson, qui s'est permis le luxe de battre 3 records du monde au cours de ces championnats. D'ailleurs, d'une façon générale, les Nordiques ont repris leur suprématie sur les Soviétiques, actuellement en déclin. Si la glace rend les bateaux inutilisables, elle a du moins l'avantage de rendre les canaux carrossables. Ainsi ont raisonné les automobilistes hollandais qui ont trouvé de la sorte une compensation aux rigueurs exceptionnelles de l'hiver. Jalonnée par des stations-service mobiles, une nouvelle route s'est ouverte à travers le Zuiderzee et personne n'a regretté le ferryboat. Il est bon de temps en temps de retrouver un terrain solide sous ses pas quand on est condamné à vivre sur l'eau. C'est ce que 2 mois de gel ont offert aux Hollandais. Les footballeurs français ont attendu presque 1 an et demi pour renouer avec la victoire. Voici le début signé Wisniewski du festival offensif de l'équipe de France face à l'Angleterre au Parc des Princes à Paris. Et de 2, Douis en effet ajoute un second but à l'actif de l'attaque française. Il est vrai que les défenseurs britanniques, lents et maladroits, pratiquent le football de grand-papa. Le coup de grâce avant la mi-temps, un 3e but que marque Kossou. Les Anglais, cependant, un peu mortifiés, ont essayé de forcer le destin dès le début de la seconde mi-temps. Ils sont parvenus à remonter 2 buts. Au moment où ils ont l'espoir d'égaliser, Wisniewski leur donne le coup de grâce. Et puis, pour faire bonne mesure et pour prouver que l'équipe de France est sur la bonne voie, Kossou ajoute un 5e but, ce sera le dernier, 5-2. Le Salon des Arts Ménagers, 80 000 m², 1800 exposants, fête cette année son 40e anniversaire. 40 ans d'art ménager, c'est assez pour remplir une encyclopédie, et même plusieurs. Devant pareil amas de savoir et de savoir-faire codifiés, Montaigne serait aujourd'hui comblé, lui qui disait « La plus utile et honorable science et occupation pour une femme, c'est la science du ménage ». Il avait évidemment oublié le célibataire. Visiteur consciencieux, c'est à lui sans nul doute que le Salon des Arts Ménagers offre le plus d'occasions de rêver. Son cœur est avide de confort, sa soif de découvrir est inépuisable. Et que ne réserve pas un miroir? Saint-Gobain offre un aperçu des multiples rôles que le verre peut jouer dans un foyer. Le verre est glace, mais il est aussi isolant. Si les greniers ne sont guère habités de nos jours par les fantômes, ils le sont encore par les courants d'air. Un simple revêtement de laine de verre permet d'isoler les toits et de gagner ainsi une pièce d'habitation dans la maison. Au temps où la crise du logement ne semble pas encore résolue, voici donc une solution astucieuse et amusante à la portée du bricoleur. Et le verre, c'est encore des verres à boire, bien sûr, mais aussi des plats, des assiettes aux formes nouvelles qui peuvent être mises entre toutes les mains, même les plus maladroites. Les arts ménagers, le voilà bien le paradis du célibataire. On va construire une cité à Hérouville, c'est-à-dire plusieurs quartiers autour d'un centre avec son commerce et son administration. Pour la circulation, plus de carrefours, des branches en Y. Les voitures ne rentrent pas dans les quartiers réservés aux piétons. Mais il faut tout voir pour comprendre l'urbanisme. Alors reprenons au début et suivons l'opération qui se prépare près de Caen. Pour répondre à des besoins immédiats, Caen, ville en expansion, a créé tout un secteur d'habitation. Mais il ne suffit pas de loger. Un plan d'urbanisme, lui, doit aller plus loin. L'urbanisme moderne a maintenant pour but de créer des villes qui répondent aux 4 fonctions: loger, travailler, circuler, se cultiver. Mais dans ces villes édifiées de toutes pièces, il faut permettre, comme autrefois, l'épanouissement de toutes les activités. Pour Hérouville, la Société d'équipement de Basse-Normandie a mis en concours le plan d'une ville de 40 000 habitants sur ce terrain de 300 hectares.
Elle va être construite en fonction de différents pôles d'attraction. Les usines existantes et les zones industrielles où plusieurs milliers d'emplois vont être créés à quelques minutes du lieu d'habitation. La ville de Caen et son université, qui ajoutera au potentiel intellectuel de la ville de demain. Et aussi la mer à quelques kilomètres. Hérouville se dressera sur ses prairies et le projet de l'Union d'architectes et d'urbanistes prévoit la ville avec un centre lié à 6 quartiers différents, un parc et des jardins, des volumes variés. Cet ensemble a été modelé sur le terrain. Et sa silhouette est celle d'une ville de l'importance de Chartres. L'élément de base de la ville est le quartier dont les 5000 habitants peuvent se connaître. Le chauffeur peut être courtois car la circulation est continue, à sens unique, sans croisement ni feu. Quittons la route qu'aucun immeuble ne borde. Après la passerelle qui nous mène au quartier, un portique nous réserve la surprise d'une place. Vous ne connaissez pas ce genre de place, car ici tout est calme, pas de voiture, l'homme est dans son milieu. L'espace se resserre pour retrouver le coude à coude d'une rue marchande. Laissons la foule, l'horizon se dégage. La verdure ressurgit pour s'allier à la pierre. Grâce à ces nouveaux principes d'urbanisme, Hérouville va répondre aux désirs de tous ses habitants, quelle que soit leur profession, leur façon de vivre, leur âge. Aujourd'hui, le crédit est roi. Pour un achat de quelque importance, le paiement comptant est devenu l'exception. La traite mensuelle est entrée dans les habitudes. Mais il est un domaine où le crédit n'avait pas encore été appliqué, celui de la contrainte par corps. En Belgique, le ministre de la Justice, M. Vermeulen, vient de mettre à l'essai un système de prison à tempérament. Cet homme, par exemple, coupable d'un délit mineur, a été condamné à 2 semaines de prison. Il est libre, il travaille, mais il va s'acquitter de sa dette pendant ses congés hebdomadaires. Chaque samedi, à 14 h, il quitte son foyer discrètement. Son employeur, ses amis ne savent rien. Seule sa femme est au courant. Il passera 2 nuits et la journée du dimanche en prison. Le lundi, à 6 h du matin, il sera libre de nouveau. Sa vie familiale est intacte, sa dignité n'a pas souffert. Dans quelques semaines, il sera redevenu un homme comme les autres. À Fort-de-France, comme chaque année, le carnaval du Mardi Gras a déroulé ses fastes. À travers les rues de la ville, une foule ardente et bigarrée a défilé pendant des heures en vagues ondulantes, au rythme des calypsos et des biguines. Toutes les barrières sociales ont disparu. Un seul mot d'ordre, s'amuser. Et le lendemain, mercredi décembre, par une exception unique aux Antilles, la foule martiniquaise s'est retrouvée sur la place de la Savane uniformément vêtue de noir et de blanc, couleur de deuil, pour l'enterrement du carnaval. Comme on dit ici, Vaval est mort. Carnaval est mort, mais pour 1 an seulement. En France, une semaine s'est achevée sur la grève des mineurs sans qu'aucun signe de reprise ait pu être décelé. Dans leur défilé, au contraire, les mineurs ont confirmé leur détermination. D'un bout à l'autre des bassins miniers, les trains sont demeurés immobiles et les roues des fosses n'ont pas repris leur mouvement, sinon pour les services de sécurité. Dans les réunions qu'ils ont tenues, les mineurs ont fait de la levée de la réquisition un préalable à toute reprise du travail. Les maires des communes minières de Lorraine, de leur côté, se sont associés aux manifestations et les orateurs se sont préoccupés de la revalorisation de la profession de mineur. Et malgré les paroles apaisantes du Premier ministre, la situation au 11e jour de la grève n'avait pas évolué. Un mois après Bagdad, coup d'état militaire à Damas. Tandis que les chars aux ordres du Conseil révolutionnaire contrôlaient la rue, c'est à l'ambassade de Turquie que le chef du gouvernement, M. Khaled El Azem, avait trouvé refuge.
Reconnu par l'Égypte, le Conseil de la Révolution a manifesté, dès le lendemain du coup de force, ses sympathies pro-nassériennes, comme le firent précisément les auteurs du putsch irakien. L'unité arabe semble devoir être aussi au programme de M. Salah Bitar, chef du nouveau cabinet syrien installé par les militaires. Pour 10 États de l'Amérique du Nord, l'heure printanière du dégel s'est traduite par l'assaut général des eaux hors des lits des rivières. Et voici le drame qu'a vécu de façon particulièrement intense un jeune habitant de l'Ohio. Heureusement, un hélicoptère veillait. Le jeune homme en fut quitte pour la peur. Tous n'ont pas eu cette chance. On a eu à déplorer 18 victimes. À New York, les eaux de l'East River ont causé la mort brutale de 7 ouvriers. Pénible bilan d'un fait divers peu commun, la chute dans la rivière d'un car transportant les employés d'un hôpital. Quelques passagers réussirent à sortir vivants de ce bain forcé dû, on le sut par la suite, à un accident cardiaque survenu au conducteur. Édouard Belin, savant français, n'est plus. Sans doute le grand public ne sait-il plus ce qu'il doit à ce petit homme qu'habitait le démon de l'invention. Dès 1907, il inventa le bellinographe qui préfigurait la future télévision, à laquelle il avait d'ailleurs consacré des travaux. C'est grâce à cette invention que les clichés parviennent en quelques minutes aux journaux. Livrée au transmetteur déjà mis au point en 1913 par Édouard Belin, la photo transformée en variation de courant franchit les distances pour se reproduire sur le bellinorécepteur. Édouard Belin fut le premier au monde à transmettre des images à distance. Avec le printemps, la Parisienne change de tête. Chez Serge Stern, de larges mouvements souples et naturels. Henri Menu dégage la nuque et cultive la symétrie. Antoine Salvador reste fidèle au bandeau, alors que Georges Méry leur préfère une certaine fluidité dans le volume. Les mèches seront plus courtes avec des mouvements nets chez Pierre Charly, plus contrastés chez Jean Sarfato. C'est dans le cadre prestigieux de l'Opéra de Paris que 40 mannequins ont présenté les dernières créations de la haute coiffure française. La tendance est à la simplicité. Le style aiglon domine, avec toutefois beaucoup d'interprétations personnelles. Mais le drame étant parfois de passer inaperçu, il y aura toujours des irréductibles. L'élégance du chef n'exclut pas le velouté de la main. Pour le conserver à travers les servitudes ménagères, voici une nouveauté présentée en Hollande. Le gant à éplucher les pommes de terre. Cette paille de fer parmentière permet d'un simple massage de débarrasser les tubercules en tout genre de leur enveloppe champêtre. Désormais, se frotter les mains devient pour la cuisinière un geste fonctionnel. Voilà qui ouvre aussi des perspectives inédites sur la traditionnelle corvée de pluche. Corvée de printemps pour cet ambitieux Bavarois qui, avec les beaux jours, espère retrouver la sveltesse de son adolescence. Rien ne lui est épargné pour tenter d'éliminer les disgracieuses conséquences des excès de la table. Mort à la cellulite, pas de pitié pour le bourrelet. Mais les kilos sont plus faciles à gagner qu'à perdre. Et le retour à des proportions apolloniennes n'est sans doute pas pour demain. Pas d'adiposité à craindre pour cet athlète espagnol qui doit soulever 20 fois en 1 minute ce cylindre de 125 kg. Un des numéros les plus caractéristiques des Escolaris, les Jeux sportifs de Saint-Sébastien. Celui-ci semble prendre un certain plaisir à faire rouler d'épaule à épaule une petite mappemonde de 200 kg. Exploit digne du géant Atlas qui s'était offert le luxe de soulever le globe. L'épreuve de la descente du Kandahar a brillamment couronné la saison internationale de ski. Sur la piste verte des Ouches, le mur, une cassure brutale de la ligne de pente, constitue l'une des difficultés majeures. À près de 100 à l'heure, le skieur est catapulté vers le goulet. Le goulet, dont voici l'entrée, est un passage étroit, une sorte de gouttière où tout freinage est impossible. Le concurrent n'y peut suivre qu'une seule direction, celle de la ligne de plus grande pente. Troisième difficulté, le Chose de la Fisse, un passage en forêt ponctué de nombreuses bosses qui secouent douloureusement les musculatures déjà éprouvées par 1500 mètres de course.
Telle est, au-dessus de Chamonix, la Verte des Ouches, l'une des pistes les plus difficiles du monde. Seul un grand athlète pouvait remporter l'épreuve. Ce devait être l'Allemand de l'Ouest, Ludwig Leitner. Il avait eu la chance de partir en 12e position, c'est-à-dire avec des conditions de visibilité acceptables sur l'ensemble du parcours, alors que les premiers à partir, au nombre desquels Schranz, Lacroix et Minch, s'étaient trouvés par moments en plein brouillard. Remarquablement en jambes, Leitner trouvait exactement la bonne ligne. Il passait sans difficulté tous les obstacles en s'efforçant de conserver cette position aérodynamique mise au point par les Français et désormais universellement utilisée. Dans la dernière ligne droite, Leitner va rétablir miraculeusement son équilibre un instant compromis. Et c'est avec brio que cet Autrichien naturalisé allemand va apporter à son pays d'adoption sa première grande victoire de la saison en descente. Honoré Bonnet, l'entraîneur des Français, a lieu d'être également satisfait. Il classe 13 hommes dans les 20 premiers, parmi lesquels Jean-Claude Killy, 19 ans, qui prend la 2e place. M. Maurice Herzog et les spectateurs venus le lendemain assister au slalom devaient avoir le privilège d'assister au récital de François Bonlieu. Dans son style très personnel, tout d'élégance et de facilité, Bonlieu s'imposait de bout en bout une cadence extrêmement rapide. C'est avec une bonne seconde d'avance sur son ami Périlla que François Bonlieu enlevait ce slalom du Kandahar. Bonlieu prenait également la première place du combiné, ce qui lui valait la récompense suprême, le K de diamant. C'est une visite éclair que le général de Gaulle a faite en Hollande. Hôte à déjeuner de la famille royale, le président et madame de Gaulle ont passé quelques heures au château de Wistenbosch en compagnie de la reine Juliana, du prince Bernard, des 3 princesses Béatrix, Irène et Margrethe et du ministre des Affaires étrangères, M. Luns. Cette visite, dont on a remarqué la cordialité, a contribué à détendre l'atmosphère diplomatique qui régnait entre les deux pays depuis la rupture des négociations de Bruxelles sur l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. L'industrie des matières plastiques connaît en France un développement saisissant. L'implantation de telles usines dans diverses régions françaises a contribué à l'expansion industrielle. Mais un développement industriel constant à l'échelon national, 50 000 usines et ateliers créés depuis 10 ans, ne se conçoit que dans un grand mouvement de capitaux. C'est ici que le Crédit National joue un rôle essentiel. Sorte de pompe aspirante et foulante de capitaux, il offre à l'économie une source constante d'investissement, donc d'extension dans tous les domaines, y compris bien entendu celui de l'industrie lourde. Des réalisations remarquables traduisent la vitalité de ce secteur. L'utilisation simultanée de 3 fours à arc électriques, produisant une qualité d'acier identique, a récemment permis d'obtenir en France une coulée record, la plus importante obtenue en Europe, et qui permet de mouler directement des cages de laminoir de 240 tonnes. Les problèmes sociaux demeurent préoccupants en France. Transportés par 360 véhicules divers, 2000 ouvriers des mines de fer de Lorraine ont participé à la marche sur Paris. Cette démonstration destinée à alerter l'opinion publique aura constitué la manifestation la plus spectaculaire de la grève des mineurs qui était entrée dans sa 3e semaine. Pour 24 heures, les cheminots à leur tour s'engageaient dans la grève et des menaces d'arrêt de travail semblaient peser sur tout le secteur nationalisé. Au 17e jour de leur mouvement, alors que l'on croyait une issue proche, les mineurs des charbonnages se sont réunis à Lens au nombre de 40 000 au cours d'un grand meeting. Cependant, des consultations entreprises à Paris auprès des responsables syndicaux par le comité des sages laissaient la porte ouverte au dialogue et du même coup à la possibilité d'un règlement de la crise. Tout a commencé à mon arrivée à Paris il y a 3 ans. En raison des événements, j'avais quitté le Vietnam, mon pays natal, avec mon enfant.
J'étais seule, je n'avais pas d'argent. Je ne connaissais personne à Paris. J'avais seulement un numéro de téléphone, celui d'un organisateur de concours de beauté. Il accepta de me voir, il me donna rendez-vous dans un café. Il décida de s'occuper de moi. Et un mois plus tard, le 31 décembre 1960, j'étais élue Miss France. C'était merveilleux, mais c'était trop beau. C'était un rêve. Je n'ai pas voulu signer le contrat scandaleux de mon organisateur. Eh bien, il m'a destituée, sous prétexte que j'avais triché sur mon âge et que j'avais un enfant. Alors tout s'écroula. Dans mon quartier, j'étais l'objet des conversations. C'était affreux. Voilà mon histoire. Mais Lussauger réagit. Devant le tribunal civil de Versailles, elle engage une action contre le comité Miss France. Maître Blateau l'assiste. Une autre Miss France, Brigitte Baratzer, vient témoigner. Le tribunal a donné raison à Lussauger car elle a démontré qu'en posant sa candidature, elle avait produit son passeport où son âge et sa situation de famille étaient portés. Brigitte Baratzer aussi a une opinion bien établie. Mademoiselle Brigitte Baratzer, vous étiez Miss France 60, je crois. Quels sont vos griefs à vous contre les organisateurs des concours de beauté? Eh bien, toute la légende des belles robes de couture, les voitures offertes. Qu'est-ce que c'est en vérité? Tout ça, ce sont des vieilles robes, toutes sales. Et les hôtels où vous descendez? Les hôtels, il vaut mieux pas en parler. C'est minable. Quand on arrive à la salle de restaurant, on prend 3 menus pour 4 pour faire des économies et on ramasse les restes. Maître, quel était exactement votre propos pendant ce procès? Eh bien, mon propos était évidemment de défendre les intérêts de ma cliente, mais je voudrais surtout, par cette audience, attirer l'attention des jeunes filles de France sur la prudence qui convient lorsqu'elles participent à des concours pour ce titre de Miss. Fillette, attention! Le chemin qui mène à ces royautés éphémères est semé de plus de chardons que de fleurs de lys. Avec ses nouveaux quartiers quadrillés à l'américaine, où pointe de ci de là un building, Lima, capitale du Pérou, offre dès l'abord l'image même d'une de ces cités à la mode du Nouveau Monde. Les vestiges d'une antique construction de l'Empire Inca réduite à un monticule de terre n'influent pas sur cette première impression que suscite cette capitale vouée à la civilisation de l'automobile. À Lima pourtant, à l'inverse de Buenos Aires, le présent n'a pas entièrement recouvert le passé. Il y a 4 siècles, François Pizarre fixa sur les bords désertiques du Rimac la capitale de sa conquête, et il y créa de toutes pièces une ville à l'espagnole. Mais ces 4 siècles n'ont pas suffi à effacer l'amour des balcons andalous, d'autant plus insolite cependant qu'ils contribuent à masquer une lumière déjà voilée 8 mois durant par le brouillard du Pacifique. À l'ombre du plus beau d'entre eux dorment les souvenirs de la vice-royauté. Au long de la rue dédiée au dernier Inca, c'est encore l'Espagne qu'évoquent les oliviers 4 fois centenaires, sous lesquels les liméniennes dégustent le maïs, et les liméniens la chicha, alcool extrait du maïs. Vint l'heure de l'indépendance. Lima a dédié au libérateur du Pérou, José de San Martín, l'une des plus monumentales de ses places, comme elle en a dédié une autre au héros national de la guerre du Pacifique, l'amiral Grau. Mais ici encore, le présent s'ajoute au passé. Et le dimanche, devant l'église, on ne s'étonnera pas de voir la mantille espagnole encadrer uniformément des visages que le brassage des races a rendus bien différents. Plus que n'importe quels autres monuments, les églises évoquent la splendeur du passé. L'or légendaire des Incas y brille de tous ses feux. Aux voyageurs d'aujourd'hui, Lima offre de singuliers contrastes. La tentation des immeubles modernes a fait surgir des architectures rectilignes à côté d'architectures anciennes, et c'est tout à la fois l'avenir, le présent et le passé qui se mêlent. Seul le vieux Lima résiste encore à la surcharge des siècles, encore qu'il soit envahi par les automobiles. De leur passé espagnol, les liméniens ont gardé une passion intacte, la corrida. Ils s'y révèlent des spectateurs assidus, d'autant plus que le Pacifique, vers lequel toutes les grandes avenues convergent, n'offre qu'une eau trop froide aux jolies baigneuses de l'été austral. Pôle d'attraction de tout l'arrière-pays, Lima en est aussi la victime. Du haut des collines dévalent de curieuses termitières humaines,
petits cubes faits de treillis recouverts d'argile séchée. Ce sont les barriadas. Chaque mois, des familles d'Indiens descendant de la montagne augmentent la population de cette ville parasite qui s'accroche à Lima. Phénomène propre à toutes les grandes capitales du monde, cette migration prend ici un caractère intensif. Et la capitale péruvienne, qui pourtant construit vite et beaucoup, ne peut absorber ce spectaculaire accroissement de population. 71 Espagnols et 200 Indiens au temps de Pizarro, 95 000 habitants en 1850, Lima compte aujourd'hui 2 millions d'âmes. On conçoit qu'en période électorale, les courants politiques puissent trouver ici de multiples résonances. L'armée a gardé l'habitude, héritée de 142 ans d'indépendance, d'arbitrer les situations devenues délicates. Au palais du gouvernement, où veillent des gardes républicains à la française, il est ainsi assez courant de voir s'installer une junte militaire. Ce fut le cas en juillet dernier. Et cette junte vient d'obtenir la démission de son chef, le général Pérez Godoy, suspect de vouloir s'opposer aux élections prévues pour le mois de juin. Dans la vie de Lima, les élections sont toujours l'occasion d'une grande agitation de rue. Des cortèges impressionnants se forment autour des noms des candidats à la présidence. Et tous les 6 ans, les Liméniens apportent là la même passion que celle qu'ils manifestent à la corrida ou au match de football. Pour ces hommes volants de la marine américaine, c'est la grande aventure qui commence, près de 4000 mètres de chute libre. Et pendant 1 minute, c'est le temps qu'il leur faut pour effectuer leur descente, ils évoluent dans le ciel comme des oiseaux un peu malhabiles, il est vrai. Ce rendez-vous de l'espace n'est pas aussi simple qu'il y paraît. La caméra qui suit les hommes volants triche sur la vitesse. Elle tourne au ralenti. Les 2 hommes tournoient acrobatiquement dans le ciel, enfilant vers le sol à plus de 200 km à l'heure. Et si les parachutes ne s'ouvraient pas? Ouf, ça se termine bien quand même, et chacun des hommes volants atterrit exactement sur la cible fixée avant le départ. Mettre le patrimoine artistique de l'humanité entre toutes les mains, c'est le but de la nouvelle revue hebdomadaire qu'ont lancée au musée des monuments français du Trocadéro 2 enfants au nom célèbre, Paloma Picasso et Aline Cézanne. Une manifestation très parisienne autour de 40 000 ans de chefs-d'œuvre, à laquelle participait le tout Paris des Arts et le ministre de l'Information, M. Alain Peyrefitte. Le tout New York s'est penché sur l'avenir vestimentaire des VIP, entendez, des personnages très importants. Ce sont d'ailleurs ces personnages très importants qui présentaient eux-mêmes les modèles de la nouvelle collection de printemps. En complet classique, Dick McGrail Jr., président de la société Flag Utica. Henry Lucking, directeur du New Yorker Magazine en vêtements de sport. George Sudell, président des magasins Kodak, en blazer et pantalon de flanelle rayé. Essayez maintenant d'imaginer nos présidents directeurs généraux présentant eux-mêmes leur mode. Vraiment, l'Amérique n'a pas fini de nous étonner. En France, les problèmes sociaux restent à l'ordre du jour. Par 2 fois 4 heures de grève des employés de l'EDF ont privé Paris de courant et les carrefours de feux de signalisation. Il en est résulté un certain nombre d'embouteillages. Embouteillage rue de Rivoli, où les fonctionnaires ont défilé de l'hôtel de ville au ministère des Finances pour réclamer eux aussi une augmentation de salaire. À Marseille, 2500 mineurs sont venus du bassin de Provence pour manifester. La grève des mineurs en était à sa 4e semaine et on attendait une solution de la réunion des syndicats et de la direction des charbonnages. Mais les mineurs ayant jugé insuffisantes les propositions qui leur avaient été faites, les négociations sont dans l'impasse. Au Japon, le printemps a mal commencé pour la petite ville côtière de Nou. La pluie et la fonte des neiges ont miné la colline voisine et des tonnes de terre ont déferlé vers la mer.
À la sortie d'un tunnel, un train a été happé. Par miracle, on n'a compté que 6 blessés légers et 2 disparus, alors que certains wagons ont été transpercés par des arbres. Une 60aine de maisons ont été également détruites, mais les habitants de Nou ont pris la chose avec philosophie. C'est toujours pareil au printemps, disent-ils. Il y a maintenant 1 an qu'à la table verte de l'hôtel du Parc, les accords d'Évian ont mis un terme au conflit algérien. Mais au milieu des soubresauts qu'entraînait la fin d'un tel drame, une partie importante de la population européenne d'Algérie ne vit d'autre issue que dans son départ. 650 000 personnes partirent pour la métropole. Au-delà des secours immédiats qui répondirent au désarroi du déracinement, se trouvait posé à plus longue échéance un problème d'intégration d'une ampleur sans précédent. Telle est l'opération entreprise aujourd'hui par M. Missoff, ministre des Rapatriés. Il s'agit de réaliser l'intégration à l'économie nationale de 100 000 rapatriés. Ils savent bien tous que leur dignité exige qu'ils participent à la vie active et ne se contentent pas d'une assistance qui serait nécessairement éphémère. Une telle opération n'est évidemment pas facilitée par la concentration spontanée des rapatriés dans le Midi et n'a de chance de réussite que par une dispersion dans tout le pays. 250 000 chefs d'entreprise ont reçu le 18 mars un questionnaire pour recenser les emplois vacants qui, entre le 8 avril et le 1er mai, seront tous bloqués au bénéfice des rapatriés. C'est un fait que l'économie française est actuellement en expansion. Partout de nouveaux emplois se créent. L'intégration des rapatriés se présente donc comme une chance supplémentaire de l'économie. Cette économie, a dit M. Missoff, a besoin de cette main-d'œuvre énergique. Le problème des mutations géographiques vers des régions en expansion concerne tous les Français. Les rapatriés n'en sont que les premiers acteurs et le pays leur fait confiance. Sous les brumes du Pacifique, entre l'océan et la cordillère des Andes, s'étend un désert long de 2000 km. Seuls les fleuves descendant des montagnes transforment tout à coup en campagne verdoyante un paysage de désolation. Ici, du nord au sud, la route panaméricaine traverse le Pérou. Elle longe une côte inhospitalière dont l'étrangeté saisit le voyageur. Elle le conduit à travers le temps au berceau de civilisations qui sont encore des énigmes pour l'homme moderne. Ces spectacles macabres ne sont que le résultat de profanations perpétrées par des pillards qui, la nuit, ouvrent des tombes inviolées depuis des millénaires pour y prendre des bijoux, des pierres précieuses et même certaines poteries recherchées par les musées de tous les pays du monde. Les corps des morts étaient à cette époque, comme en Égypte, enveloppés de bandelettes, souvent tissées avec art. Et enfouis dans ce désert aride, ces momies ont traversé les siècles sans dommage. Certains objets usuels aux formes insolites sont encore quotidiennement retrouvés intacts après une 50aine de siècles d'oubli. Des monuments élevés par ces peuples inconnus, il reste encore ces pyramides d'argile séchée qui rappellent les constructions babyloniennes. Que dire de ces curieuses figures géométriques que seul l'avion nous a permis de découvrir il y a peu de temps? Face au ciel, elles offrent une ordonnance rigoureuse et complexe qui ne peut être que de la main de l'homme et dont l'origine et l'utilité échappent jusqu'à présent aux archéologues du XXe siècle. Beaucoup ont remarqué l'analogie qu'elles offraient avec la topographie d'un aérodrome moderne. Invisibles du sol, révélées par la photo aérienne, elles furent ignorées des nombreux peuples qui vécurent là au cours de l'histoire, et notamment des Incas. L'homme moderne qui se croit le pionnier de la conquête du ciel devra-t-il admettre des précurseurs? Balises aéronautiques ou symboles astronomiques, pourquoi ces créatures aux ailes déployées, gravées dans le roc, et larges de plusieurs centaines de mètres? Qui nous
dira ce qu'ont vu ces deux personnages dans leurs auréoles flamboyantes. Le même visage de lumière nous attend sur la porte du Soleil à Tiwanaku. Le calendrier astronomique de la planète Vénus est reproduit exactement sur ces hauts reliefs. Et certains ont pu aller jusqu'à conclure, en découvrant ces personnages volants et ces pistes mystérieuses, que dans ce coin d'Amérique du Sud avait autrefois vécu une humanité venue d'un autre monde.